Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler de mobilité, nous allons parler de lois, de normes, de solutions matérielles, de solutions logicielles. Et nous allons essayer de faire un éclairage un peu général sur le verdissement des flottes, la décarbonation de la logistique et puis des accompagnements qu'on a possible d'avoir sur le marché. Donc on va commencer par Daniel Kovacs qui va nous présenter les généralités, les lois, les normes qui sont en fait un aspect très important avant de bien comprendre cet écosystème. En effet, merci Jean-Luc. Hop. Alors, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça avance là, mais pas là. Attends. Hop. Il faut mettre la souris à droite. Sur l'autre écran. Voilà, c'est bon. Alors en présentation, donc, nous sommes deux entités réunies sous la bannière du groupe Odyssée, The Blue Way spécialisé dans la décarbonation des flottes de véhicules et E-Mobility Expert sur la partie infrastructure de recharge. Donc notre métier, c'est le conseil et l'accompagnement, donc en toute indépendance des constructeurs automobiles, des fabricants de bornes, des installateurs, des opérateurs. Voilà, mais on travaille sur tout cet écosystème et notre métier, c'est de décortiquer les projets et finalement de donner les recettes aux clients et aux intervenants qui feront le job derrière. Alors, le groupe Odyssée, c'est un bureau d'études qui travaille sur beaucoup d'aspects, aussi bien l'environnement, la biodiversité que l'urbanisme et bien sûr la mobilité. On a également une branche formation, donc nos formations sont Calliope, donc elles peuvent être prises en charge par les OPCO. Et on a 10 implantations en France, le groupe pèse 200 personnes. Voilà, alors les principaux intervenants sur la mobilité, donc Sébastien sur les flottes, moi-même sur les IRVE, Francis sur la partie RH qui est prépondérante, notamment sur la transition des flottes de véhicules, et Jean-Luc, notre expert, 15 années derrière lui dans l'écosystème qui nous accompagne un peu sur tous les sujets. Voilà, quelques références. Alors en guise d'introduction, je souhaite vous rappeler donc l'empreinte carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre en France qui se répartissent comme vous le voyez à l'écran. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il y a un tiers de ces émissions qui sont liées à la mobilité. Et comment ça se décompose? Dans ce tiers, il y a plus de la moitié qui est directement liée à l'impact de l'automobile, donc des voitures. Et derrière, on a le poids lourd pour 25%, les utilitaires pour 15%, et le reste, aviation et d'autres moyens de transport qui ne pèsent pas grand-chose. Alors juste pour éteindre un peu le sujet de l'aviation, là c'est 4%, là, il ne s'agit que des vols intérieurs. Si on prend l'impact global de l'aviation avec les vols extérieurs, ça va monter à 8%, donc ça ne change pas du tout fondamentalement la donne. Alors effectivement, si on regarde les modes de transport, du plus impactant au moins impactant, donc à droite, évidemment, le plus impactant, c'est le véhicule thermique. Si on ramène ça au kilomètre parcouru et par personne, évidemment, l'autosolisme, c'est le pire. Derrière, on a le bus thermique, comme vous voyez. Le véhicule, quand on est en autopartage à 2 personnes, c'est un peu mieux. C'est toujours mieux en véhicule électrique, même tout seul. Ensuite, bien sûr, plus on est de passagers, plus ça diminue. Et puis le plus vertueux, il reste le vélo ou la marche à pied, bien entendu. Alors, pour en revenir au véhicule électrique, effectivement, ce dernier a un pouvoir de décarbonation important. Vous voyez là la première barre, par exemple, qui est la référence d'un véhicule diesel. L'impact d'un véhicule essence sera 28% supérieur parce qu'il consomme plus. Le véhicule hybride essence va revenir à peu près au même niveau d'émission que le véhicule diesel en ce qui concerne donc les gaz à effet de serre. On a en plus évidemment pour le diesel des particules qui ne rentrent pas en ligne de compte ici. Ensuite, au milieu, vous voyez l'hybride rechargeable. En fait, on a 3 cas d'usage parce que les émissions liées à l'hybride rechargeable dépendront du pourcentage d'utilisation de ce véhicule en électrique. Donc si on ne l'utilise pas du tout à l'électrique, autant rester en véhicule diesel ou essence. Si on l'utilise 30% du temps, qui est l'usage moyen, en gros, ça décarbone un tout petit peu, mais à peine. Et c'est seulement à partir de 70% d'usage en électrique que ça devient intéressant.
mais c'est un cas d'usage très très rare. Ça veut dire qu'on fait quasi pas de longs trajets, on part pas en vacances avec le véhicule notamment. Et ensuite, on en arrive au véhicule électrique où là, réellement, ça décarbone fort, hein. Alors pourquoi 2 bars aussi? Parce qu'il y a une empreinte différente par rapport à la fabrication si le véhicule est fabriqué à l'autre bout du monde ou s'il est fabriqué en Europe. Et ça, le véhicule électrique donc décarbone jusqu'à, on divise par 3 voire 4 les émissions de CO2 donc, par rapport à un véhicule diesel. Okay, et je vous rappelle que la stratégie nationale bas carbone demande de diviser par 5, donc de réduire de 82% les émissions, ça reviendrait à réduire de 82% les émissions des véhicules. Okay, alors également, un sujet prépondérant, c'est les longues distances. Ben, aujourd'hui, c'est plus un problème, hein. Vous regardez par exemple une simulation d'un trajet Paris-Lyon, 460 km, ça nécessite un arrêt pour une recharge de 17 minutes. Il faut savoir que sur les stations-service, d'après les statistiques, l'arrêt moyen, c'est 25 minutes. Donc on est en deçà de ça. Donc oui, ça oblige avec une Mégane électrique, par exemple, de faire un arrêt, mais c'est vraiment pas compliqué de s'arrêter 17 minutes. Et si on prend des véhicules longue autonomie, évidemment, à Paris-Lyon, on le fait d'une traite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le temps d'arrêt sur une station autoroutière en service, c'est 25 minutes d'après les autoroutiers. Ouais, donc le temps de charge est caché par le temps d'arrêt standard. Oui, tout à fait. Ok. Et alors la maturité aujourd'hui du marché, finalement on voit qu'on a des véhicules électriques depuis une quinzaine d'années avec les précurseurs qui étaient la Zoé et les Tesla. Aujourd'hui on a un panel de véhicules de tourisme vraiment significatif en 100% électrique. Sur les utilitaires, on commence à avoir des offres, donc le marché est un peu moins mature, mais pour les petites liaisons, typiquement la livraison urbaine, aujourd'hui, elle passe en 100% électrique et sans le moindre problème. On commence à avoir des véhicules utilitaires grande autonomie, mais le marché là-dessus n'est pas encore à maturité. Et concernant le poids lourd qui va arriver également, on a déjà des applications qui peuvent tout à fait être réalisées en 100% électrique, qui sont le transport urbain, typiquement les bus, les bennes à ordures, tout ce qui reste local, ça peut s'électrifier à 100%. Et le transport régional commence à se faire, on a des solutions, et ça sera un peu plus long encore pour les transports longue distance, mais sachant qu'on a déjà de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, des véhicules Tesla par exemple, qui annonce 830 km d'autonomie pour son semi chargé de matériel. Donc on pourra tout à fait décarboner aussi le transport long. Et d'ailleurs les fabricants aujourd'hui arrêtent l'hydrogène pour aller pour le seul 100% électrique parce qu'ils savent que c'est ça qui va répondre à leurs besoins de la manière la plus efficiente. Merci pour cette introduction, Daniel. Donc on va laisser la parole à Eric de EDF qui va nous présenter un peu l'aspect général du marché, la situation du marché et puis les prévisions. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vais pas représenter EDF. Tout le monde connaît EDF. On est producteur d'électrons, on est commercialisateur d'électrons, on est commercialisateur de molécules, de gaz. Et on est également commercialisateur de services. Et concernant la mobilité électrique, pour commercialiser ces services, on s'appuie sur 2 filiales. Une filiale dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Easy by EDF, parce qu'il y a un peu de pub dans les médias, qui s'adresse exclusivement aux particuliers, comme vous et moi, qui souhaitons mettre en place une borne dans notre résidence principale. Et une deuxième filiale qui s'appelle EasyVia, qui, elle, s'adresse aux entreprises, s'adresse aux collectivités, et propose des solutions ou en CAPEX ou en tiers investissement. EasyVia, c'est 230 personnes à peu près, 120 millions de chiffre d'affaires, un EBITDA positif, je le dis parce que ça montre le sérieux de la boîte, et une existence qui a plus de 25 ans, je crois. Voilà, donc une entreprise qui tient bien la route. Alors, on m'a demandé de vous parler un peu du marché du véhicule électrique. Je suis reparti avec un slide qui date d'il y a 3-4 ans à peu près, qui était fait par RTE, donc on va dire totale neutralité, qui disait voilà, aujourd'hui il y a 200 000 véhicules électriques sur les routes et en 2035 il y en aura 15 millions. Il y a beaucoup de gens qui ont ri, j'en ai fait partie, hein.
Il y a beaucoup de gens qui ont souri en voyant ça, en disant 15 millions, c'est quand même assez utopique. Et pourtant, non. Point de passage 2025, 2,7 millions de véhicules en circulation, c'est ce qui est prévu. Aujourd'hui, on est à 2,2, 2,3. Donc on n'est pas loin de ce qui avait été prévu. Dit autrement, on est vraiment sur cette courbe. Alors d'aucuns diront, oui, mais des millions de véhicules électriques circulant d'ici 2030-2035, est-ce qu'on aura les capacités d'alimenter tout ça? Je vous propose un petit calcul. La consommation d'un véhicule électrique, c'est à peu près, je vais prendre, alors hier on a eu des discussions, mais on va faire simple, c'est à peu près 20 kWh au 100 km. Vous prenez un véhicule qui fait 10 000 km par an, 2000 kWh. Vous multipliez ça par 10 millions de véhicules, ça vous fait 20 TWh, 20 milliards de kWh, 20 TWh. La production en France d'électricité, c'était en 2024 535 TWh. Donc on voit que là, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Donc autant la partie énergie, j'allais dire, c'est pas un réel problème, autant, on en reparlera peut-être après, la partie puissance disponible à l'instant T pour recharger les voitures, ça peut devenir un problème. Donc aujourd'hui, si on revient à nos petites voitures, on est à peu près 2,2 millions, 2,3 millions, avec une part de marché dans les ventes de véhicules neufs d'environ 20%. Ça aussi d'un mois à l'autre, mais on est à peu près à 20% de part de marché dans du neuf. Et on a depuis quelques années un ratio qui est assez constant entre, tu parlais de véhicules hybrides rechargeables tout à l'heure, 2 tiers de véhicules ELEC 100% ELEC et 1 tiers de véhicules hybrides rechargeables qui sont vendus. Pour les recharger et pour les faire rouler, ces véhicules, on a un réseau de bornes qui s'est bien développé, surtout au cours de la dernière année, on a fait plus 30%. Et on est à peu près à 170 000 points de charge en France. On est parti de Epsilon, je rappelle, il y a 4 ans. Alors, alors ces chiffres, ce sont des chiffres, je ne les ai pas inventés, c'est des chiffres qui viennent de l'AVER, donc on peut dire que c'est officiel. Côté Hauts-de-France, 14 700 bornes, bon, on va dire un petit 15 000, on voit qu'on est à peu près à 10% du national. Autre marché, évoqué par Daniel juste avant, celui des poids lourds. Là, c'est pareil, ça démarre. Donc on est, comme on était il y a 5 ans avec les véhicules électriques, on est sur, allez, on va dire Epsilon. Epsilon étant entre 0,5 et 0,6% des parts de marché actuelles. Il y a un peu moins de 5000 poids lourds électriques roulant sur les routes de France en ce moment. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est plutôt la courbe qui est sur la gauche. Pareil, c'est une courbe qui extrapole ce que devrait être l'avenir. Et si on considère qu'on va être sur la même extrapolation que pour les véhicules, on va se retrouver en 2035 avec un parc de poids lourds qui devrait être à hauteur de 20% électrifié. 20% d'électrification en 2035, ça veut dire un poids lourd sur 2 vendu sera électrique. Ce qui peut poser souci, j'ai pas dit problème, ce qui peut poser souci, c'est la recharge des poids lourds plus que la recharge des véhicules électriques. Parce que les poids lourds, c'est des puissances nettement supérieures à celles des véhicules électriques. Je vous ai dit tout à l'heure, moyenne de consommation d'un véhicule électrique, 20 kWh au 100 km. C'est un ratio qu'il faut conserver à l'esprit. Pour un poids lourd, on est entre 120 et 140. On fait x6, x7. Et évidemment, pour un poids lourd, il va falloir réfléchir à savoir quel type de recharge je vais avoir. Si j'ai une recharge au dépôt, est-ce que je recharge lentement ou est-ce que je recharge de façon accélérée? Est-ce que j'ai du temps pour recharger? Dans ces cas-là, c'est le temps qui joue en ma faveur et je n'ai pas besoin d'une forte puissance de recharge. Alors que si j'ai besoin de booster très rapidement, bah, il faudra une borne qui fera une puissance de 200, 300, 400 kW. Et là, ça posera d'autres problèmes, notamment au niveau du raccordement. Alors, je vois que le dernier slide, je ne l'ai plus. J'avais un dernier slide, mais on ne me l'a pas donné. On ne me l'a pas mis. Non, le dernier slide, c'était les points d'attention. C'était les points d'attention en cas de mise en place de bornes de recharge électrique. C'était 1, valider avant tout quel est votre besoin et quelle va être l'utilisation que vous allez faire des véhicules électriques.
En fonction de l'utilisation des véhicules électriques et de ce que vous allez leur faire faire, vous allez avoir à choisir le véhicule, vous allez avoir à choisir le type de borne qui va avec. Est-ce que c'est une borne de recharge lente ou est-ce que c'est une borne de recharge rapide? Troisièmement, étudier probablement la mise en place la réalisation de travaux pour peut-être la mise en place de structures d'alimentation électrique plus puissantes. Ça aussi, ça peut être un problème. Et le dernier point, surtout, c'est si vous mettez en place des bornes aujourd'hui, pensez à demain. Si vous mettez en place une infrastructure de bornes de recharge aujourd'hui, pensez que demain, vous devrez systématiquement en rajouter. Donc ça veut dire que si vous faites un investissement aujourd'hui, pensez peut-être à investir un peu plus pour déjà poser les jalons pour l'ajout de bornes supplémentaires. Voilà, j'espère que j'ai tenu les 5 minutes. Non, très bien. Contrairement à d'autres. Et je cède la parole à Daniel qui va reprendre la fiscalité sur les aspects flotte d'entreprise. Mais Eric, tu as tout à fait raison, hein, on ne met pas n'importe quelle borne à n'importe quel endroit dans n'importe quelle condition. Et on anticipe sur l'évolution des usages, des besoins et surtout des marchés. Et il faut penser également éventuellement à rétrofiter ou à changer les technologies anciennes avec des nouvelles technologies. Et on parlera peut-être un peu plus tard du véhicule vers le bâtiment pour la régulation et optimiser. Voilà, alors en effet Jean-Luc, on a un sujet sur la fiscalité des véhicules d'entreprise qui est très présent en ce moment dans l'actualité. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette fiscalité? Il y a de la TVA, des taxes qu'on appelle taxes sur l'affectation, c'est l'ancienne TVS. Il y a des avantages en nature, des amortissements non déductibles, des bonus, des malus et une nouvelle taxe annuelle incitative. Voilà. Alors surtout, qu'est-ce qui se passe sur les nouveautés? Donc cette nouvelle taxe incitative avec ce TVS, de quoi s'agit-il? Alors il y a deux composantes, une taxe annuelle sur les émissions de CO2 et également une taxe sur les émissions polluants atmosphériques. Donc tout ça c'est calculé véhicule par véhicule, c'est à payer annuellement. Ça concerne donc les véhicules particuliers et pas les utilitaires. Ça concerne, donc les véhicules 100% électriques sont exonérés de cette taxe. C'est effectivement une composante importante. Et on a un nouveau système d'avantages en nature. Donc je vous ai mis ici un récap entre ce que c'était avant. Donc avant le 1er février 2025, globalement l'assiette de calcul des avantages en nature pour un véhicule thermique, c'était 3500 €, hein, la barre là à droite. Là où pour un véhicule électrique, cette assiette de calcul était de 1800 €. Vous voyez après les deux autres barres, la bleue et la grise, c'est la composante à chaque fois, le coût en bleu, le coût pour l'entreprise, et en gris, le coût pour le salarié. Est-ce que le salarié aussi paye une partie des avantages en nature? Depuis le 1er février, il y a eu un grand bond sur cette assiette de calcul qui est passé pour le thermique, ça a fait plus que doubler. Hein, par exemple, pour un véhicule de gamme moyenne, c'est de l'ordre de 7800 €. Ce qui fait que les charges patronales augmentent de 45% et la charge, le coût du salarié pour le salarié également. Ça veut dire que finalement, ces 2535 € pour un salarié, ça peut représenter un delta mensuel d'avantages en nature de 100 à 200 €. C'est loin d'être neutre. Ensuite, on a évidemment le véhicule électrique qui est moins pénalisé en avantages en nature. On regarde un véhicule 100% électrique éco-scoré, on est au même taux qu'avant, donc finalement ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'il y a une notion d'éco-score qui est apparue. Et un véhicule sans éco-score, donc c'est un véhicule qui est moins vertueux parce qu'il est par exemple fabriqué loin, il a une forte empreinte à la fabrication, ou alors à l'usage, il est moins efficient, donc effectivement ce véhicule est pénalisé. Alors, sachez qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de véhicules éco-scorés. Certains véhicules ne sont pas encore éco-scorés, non pas parce qu'ils sont moins bons que les autres, mais tout simplement parce que les constructeurs ne l'ont pas fait, notamment des véhicules haut de gamme, parce qu'avant il fallait un éco-score pour être éligible à un bonus. Le bonus, on verra juste après, il n'existe plus, mais les véhicules qui n'étaient déjà pas éligibles au bonus, ça ne servait à rien de faire la démarche d'éco-scorage. Okay, maintenant les constructeurs sont en train de le faire, donc globalement on peut considérer que la quasi-totalité des véhicules fabriqués en Europe auront un éco-score. Okay, donc se retrouveront
finalement au même tarif de l'avantage en nature que ce qu'ils étaient avant. Ok. Alors venons-en à la taxe incitative à l'acquisition de véhicules légers. Donc ça concerne là cette fois-ci donc tous les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires inférieurs à 3 tonnes 5. Ok, globalement, on prend en compte, enfin il y a tout un calcul qui est fait, c'est assez complexe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un taux cible sur le verdissement des flottes, mais sur les 3 dernières années. Donc pour ceux qui ont déjà suivi ça, avant c'était année par année, il fallait qu'on ait un taux de verdissement des flottes en 2025, ça devait être 20% par exemple des renouvellements de 2025, sauf que là maintenant, on raisonne sur les 3 dernières années, les renouvellements sur les 3 dernières années qui doivent être à hauteur de 15%. Ça veut dire que ceux qui, bon an mal an, ont respecté la législation dans les années passées, ils seront dans le scope. Par contre, ceux qui n'ont rien fait pour l'instant, c'est-à-dire que ce n'est pas juste les renouvellements de 2025, mais ils vont devoir crapahuter pour rattraper ce qu'ils n'ont pas fait et acheter, renouveler beaucoup plus de véhicules en 100% électriques. Sinon, cette taxe, en 2025, ce sera 2 000 euros par véhicule. En 2026, 4 000. En 2027, ça va monter à 5 000 euros par véhicule. D'où effectivement l'affolement dans les entreprises qui n'ont pas encore verdi pour passer à un maximum de véhicules électriques pour atteindre, c'est ça qu'il faut retenir, ces nouveaux seuils et les fortes pénalités. Okay. Donc je vous disais, il n'y a plus de bonus écologique, il n'y a plus de prime à la conversion. Ça, c'est remplacé par des certificats d'économie. Alors ça consiste en quoi ? C'est un peu comme pour mettre une pompe à chaleur. Finalement, c'est des dispositifs qui sont payés par des entreprises qu'on appelle des obligés, qui sont notamment les fournisseurs d'énergie, qui doivent donc proposer des aides financières aux consommateurs d'énergie pour viser à faire des économies d'énergie. Alors en effet, le remplacement d'un véhicule thermique par un véhicule électrique, c'est complètement une opération d'économie d'énergie. Donc voilà pourquoi ils ont mis ça en place pour les entreprises. Bon, je vous passe les détails des fiches à remplir. Donc globalement, sachez aussi que ces fameux certificats d'économie d'énergie, il y a un véritable marché. Donc finalement, d'un fournisseur ou de trader à l'autre, les primes peuvent varier. Donc les montants estimatifs, ça c'est vraiment des minimums, c'est 400 euros minimum, mais souvent c'est plus 500 pour un véhicule particulier. Et pour les utilitaires, il y a un facteur 4 parce qu'effectivement, l'État veut vraiment pousser la décarbonation sur ces véhicules-là. Donc là, on monte à plus de 3 500 euros par véhicule. Donc là, c'est pas neutre. Ramener sur un moyen, même un loyer mensuel, ça commence quand même à parler. Donc ce qui est important à savoir, aujourd'hui, pour les entreprises, il ne faut plus du tout raisonner en coût d'achat du véhicule ou en coût du loyer, il faut raisonner en TCO. Le TCO, c'est le coût total de détention du véhicule. Donc ça comprend plein de choses. Ça comprend le loyer ou le coût d'achat, la valeur résiduelle si c'est un coût d'achat, le coût de financement. Donc ça, c'est les coûts d'acquisition. Il y a évidemment à prendre en compte les coûts d'entretien, de pneumatiques et de réparation, les coûts d'assurance, les coûts de carburant ou d'électricité, auxquels, si c'est de l'électricité, il faut rajouter les amortissements de l'investissement des bornes. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est notre métier, ça on le met dedans aussi, évidemment, sinon ce serait un peu tronquer la chose. Et un aspect fiscal très important, avec plein de choses, TVA, bonus, malus, enfin vous voyez, on a parlé de tout ça avant, les amortissements déductibles qui sont bien plus importants sur les véhicules électriques, la batterie est déductible. Voilà, donc ce qui fait que finalement, en TCO, on se rend compte que si on prend en référence par exemple le coût d'une 3008 diesel, qui est le véhicule le plus répandu dans les flottes, aujourd'hui, si on le passe sur un hybride rechargeable, finalement, ça coûte en moyenne au moins 5% plus cher à l'entreprise en coût de détention, en coût global, donc on va dire, alors que l'électrique, on réduit d'un bon 25% le coût. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement, on gagne de l'argent. Sur les véhicules utilitaires, on est à peu près à ISO-coût, donc au moins, ça ne coûte pas plus cher. Et sur les gros fourgons, là, c'est déjà plus rentable que de rester au diesel. Okay. Donc effectivement, il est important de construire une véritable stratégie d'entreprise autour de ça. Donc on accompagne nos clients là-dessus sur quatre aspects. Faire ressortir déjà les réalités du terrain. On leur construit un vrai plan de comment aller vers ces solutions bas carbone et on va jusqu'à leur construire
une car policy. C'est important de mettre en avant les bénéfices aussi bien pour financiers pour l'entreprise, mais aussi pour les collaborateurs à l'usage. Il faut accompagner justement ces collaborateurs, et les décideurs, mais aussi les collaborateurs, pour que ça se passe bien et qu'effectivement ça ne cause pas de gêne au quotidien dans l'entreprise. Okay, on a plein d'expériences satisfaisantes chez les clients qui finalement sont contents et disent grâce à vous, c'est passé comme une lettre à la poste alors qu'on avait vraiment de grosses inquiétudes. Okay, donc derrière, il y a aussi, qui est très important, j'insiste encore un peu là-dessus, la sensibilisation des collaborateurs, et on les accompagne dès le renouvellement des véhicules. On fait un petit coaching de 30 à 45 minutes avec chaque collaborateur pour choisir le bon véhicule qui conviendra à ses usages et le rassurer sur le fait que ça va marcher. Et derrière, quand il sera livré de son véhicule, on lui fait une petite formation, prise en main du véhicule pour que ça se passe au mieux justement. Voilà. Alors l'objectif, c'est de combiner évidemment la décarbonation avec les économies. Parce que comme on le voit, l'entreprise a tout intérêt à y aller. Parce que globalement, elle gagne à peu près 1 000 € par an par véhicule. Tout en respectant les lois. Voilà. Et en même temps, elle respecte ses obligations. Donc on va passer la main. Donc on a parlé loi, normes, obligations, solutions d'accompagnement, formation. Et donc là, on va partir dans le dur, comme on dit, et vers le véhicule, vers les solutions de mobilité individuelles et en véhicule utilitaire. C'est ça. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Donc Fanny, je travaille pour le groupe L'Empereur depuis 10 ans. Je m'occupe des ventes aux entreprises. Donc je vais vous parler du groupe L'Empereur pour commencer. Donc c'est un groupe familial qui existe depuis 38 ans maintenant. Fondé par Jean-Paul L'Empereur à Courrières. Donc on est un petit peu présent dans toute la région, un petit peu, beaucoup. On a 47 concessions, 15 marques auto, 14 marques moto et nous sommes à aujourd'hui plus de 800 collaborateurs. Donc on a ajouté récemment une nouvelle corde à notre arc, le Moto Vallée, que certains connaissent peut-être, qui propose également des motos électriques, pour la petite parenthèse. Du coup, je ne pouvais pas passer sur ce sujet. Donc la Cité de l'Automobile à Dechy, c'est un lieu incontournable en ce qui concerne l'automobile dans la région du Douaisis. Et c'est également là que vous nous retrouverez. Donc le Business Center, on est une équipe de 8 personnes dédiées aux professionnels. Donc nos points forts, c'est d'accompagner les pros dans leurs projets d'achat, que ce soit pour des véhicules utilitaires, des véhicules particuliers. On vous accompagne également dans tout ce qui est verdissement des parcs, transition écologique, etc. On a vraiment un gros point fort. On sait bosser toutes les marques. On travaille avec beaucoup de maisons de financement. On donne également des conseils en termes d'amortissement, etc. Donc, c'est vraiment notre point fort. Donc, justement, pour apporter quelques détails, on saura également vous accompagner sur les primes C2E. Donc, c'est des primes pour vous accompagner dans le verdissement de votre parc. Ça va de 427 €, 534 € pardon, pour les véhicules particuliers, et sur les véhicules utilitaires, en fonction de la taille des flottes, on va jusqu'à 4 500 € de primes. Donc en effet, même sur les systèmes locatifs, on voit tout de suite la différence. On propose également donc des systèmes financiers, la location. Donc là, je vais passer parce que j'avais un intervenant qui était là pour m'aider, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Mais sachez qu'on propose des produits complets aujourd'hui en termes de financement. Voilà. Très bien, mais super, très efficient et efficace, comme en électricité et la mobilité. Donc l'avantage que je trouve, moi, chez L'Empereur, c'est qu'effectivement, il y a une gamme, il y a des produits, il y a des marques. Et nous, en tant que bureau d'études conseil, quand on accompagne des flottes, ce qui est bien, c'est de pouvoir trouver des solutions et non pas un produit ou une marque. Et donc ça, c'est aussi un gros avantage. C'est nos points forts. Merci Fanny. Je passe le micro. Ça doit être la continuité. Attends, j'ai la zapette. Donc là, on va parler installation de bornes, puisqu'on a vu les voitures électriques. Maintenant, il va falloir les recharger. Et Daniel va nous faire ça avec rapidité, efficacité, efficience. Voilà. Donc, pour commencer, sachez que le nombre de kilomètres moyens parcourus par un automobiliste, aujourd'hui, c'est pour 50% des cas, moins de 20 km par jour, 37% qui font 20 à 60 km et seulement 13% qui font plus de 60 km par jour. C'est une moyenne. On prend le trajet des vacances, bien sûr. Alors, où recharge-t-on ? Globalement,
Le premier cas de recharge, c'est au domicile. Et dès qu'on peut, on recharge au domicile. Quand le véhicule est stationné, il a tout intérêt à être branché. Donc là, ça met une dizaine d'heures selon qu'on charge sur une prise, une borne. Voilà, ça peut varier de 6 à 20 heures si on recharge sur la prise traditionnelle du garage. En entreprise, on a 2 cas d'usage. On a aussi la charge lente pour des véhicules qui restent stationnés à la demi-journée ou toute la journée, il n'y a pas lieu de se presser, on peut faire qu'un complément de recharge. Et on trouvera également de la recharge accélérée qui peut se faire en 2-3 heures. Là, le but, c'est effectivement, j'ai besoin de refaire assez rapidement un plein ou un complément pour pouvoir repartir. Voilà, on a une borne qui sera forcément plus puissante. En itinérance, donc ça c'est quand je suis sur la route et que j'ai absolument besoin de me recharger, soit parce que j'ai plus assez, je ne vais pas pouvoir finir ma journée ou il faut que je continue mon trajet. Donc là, on peut trouver de la recharge accélérée aussi. Typiquement, je m'arrête le midi au restaurant, j'en profite pour faire la recharge pour être tranquille sur l'après-midi et rentrer chez moi le soir, par exemple pendant un déplacement. Ou de la recharge ultra rapide. Là, je m'arrête sur l'autoroute, je dis j'ai pas le choix, il faut que je continue ma route, j'ai pas assez d'autonomie. Je fais soit une recharge de 20, grand max 30 minutes, on s'arrête jamais plus longtemps que ça pour repartir pour 200-300 km. Ou alors, je fais les 5 minutes de charge complémentaire pour dire de finir ma journée et arriver à 10 ou 15% à la maison ou sur mon lieu de travail. Donc, ayez en tête que quelque part, pour les infrastructures de recharge, il va falloir raisonner en nombre de kilomètres que je recharge en 1 heure de temps. Donc, si on regarde les 3 cas d'usage que je vous ai cités, pour la charge lente, sur une prise renforcée, donc dédiée à la recharge de véhicules électriques, on va recharger à peu près 25 km en 1 heure. Sur une borne à la maison, ça va être le double, 50 km en 1 heure. Si on est sur la charge accélérée, donc en entreprise ou en voirie, là on va recharger 70 à 150 km en fonction de la puissance de la borne. Et pour la charge rapide, les petits chargeurs 50 kW vont permettre de récupérer effectivement 150-200 km, mais les superchargeurs, là on va compter 300 km rechargés entre 20 et 45 minutes suivant le type de véhicule. Alors combien ça coûte tout ça ? Évidemment, le moins cher, c'est au domicile. En gros, avec au tarif réglementé EDF, ça coûte à peu près 3,50 € pour faire 100 km. Si on recharge en voirie, c'est un peu plus cher. On est de l'ordre de 5 € pour faire 100 km. Et sur autoroute, là, c'est très variable. Les gros rouleurs ont des abonnements, donc ils vont payer un peu plus cher qu'en voirie, de l'ordre de 6 € les 100 km. Par contre, pour les rouleurs occasionnels qui n'auront pas d'abonnement, ils vont payer entre guillemets plein pot. Ça peut s'approcher des 12 € au 100 km. 12 € 100 km, c'est ce que ça coûte aujourd'hui, finalement, en essence. En diesel, on est à un peu plus de 8 € du kilomètre. Mais sachant que si on recharge à domicile, vous voyez qu'on divise les coûts de manière très importante. Alors pour cette recharge, justement, dans les entreprises, il y a de forts enjeux. Il y a plein de sujets en fait, à étudier pour déployer des bornes sur un site ou sur un parking. C'est des aspects réglementaires, juridiques, techniques, financiers, ça on le sait, mais souvent on ne pense pas au risque financier, au risque assurance et à l'impact sur le bâtiment. L'impact sur le bâtiment, il y a la partie électrique, mais pas que. Il y a des murs coupe-feu à traverser, il y a toute une partie chantier à organiser. Et effectivement, il peut y avoir même un impact sur l'organisation de l'entreprise en disant le parking, tout le monde ne peut plus se stationner sur toutes les places parce qu'il y en a qui sont réservées à l'élec. Il y a plein d'aspects organisationnels à prendre en compte. Oui, sachant que l'installation doit être réalisée par un installateur agréé, qualifié pour l'installation des bornes de recharge comme pour le photovoltaïque. Voilà, exactement. Alors les questions que se posent les entreprises, quelles sont mes obligations réglementaires, quels sont les services de l'entreprise à impliquer, il y a plein de parties prenantes dans un dossier déploiement de bornes, quel type de borne je vais mettre, comment on va contrôler l'accès, qui va pouvoir surcharger, qui va payer, combien ça va coûter à l'entreprise et derrière qui investit et qui exploite. Donc sur tous ces aspects, on accompagne nos clients. Donc, sur un support en phase amont déjà, c'est clarifier les problématiques technico-judiciaires, c'est les benchmarks des solutions qui existent en lien avec les façons de faire de l'entreprise. D'une entreprise à l'autre, on va pas travailler de la même manière, on ne va pas exploiter les bornes de la même manière. Et on va jusqu'à évidemment l'estimatif du CAPEX ou de l'OPEX, donc les investissements que ça va représenter pour l'entreprise.
et combien ça va coûter à exploiter, ou éventuellement le modèle économique si on travaille avec un tiers investisseur. Hop. Et derrière, quand même, pardon, j'ajouterais qu'on a un support dans la phase déploiement, hein, sous forme d'AMO, où on fait l'audit technique évidemment du site pour définir ce qu'il faut faire. On peut aller jusqu'à la rédaction du cahier des charges, consulter les entreprises, aider le client à faire son choix et coordonner les travaux jusqu'à la réception définitive de l'installation. C'est vraiment aux besoins du client. Il y en a qui savent faire eux-mêmes, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés. Voilà, donc en tant qu'installateur, opérateur et solution de recharge, donc on va passer à la partie un peu plus matérielle et logicielle, parce qu'en fait l'un ne va pas sans l'autre. Et donc je vais te laisser te présenter et puis expliquer l'émission de The Switch. Eh ben, ça marche. Merci beaucoup Jean-Luc. Vous m'entendez bien tous? Ouais, super. En effet, Swish, on est spécialisé dans la recharge électrique. En effet, une fois qu'on a choisi son véhicule, il faut pouvoir le recharger. Nous, on intervient en fait sur l'ensemble des chaînes de valeur liées à la recharge des véhicules électriques en entreprise. On est présent dès la conception avec le client. On voit en fait son besoin, de savoir où placer la borne, pour quelle puissance, quel est son usage, pour pouvoir dimensionner correctement le nombre de bornes également et la puissance adéquate. Une fois qu'on a réalisé ça, en fait, on réalise nous-mêmes l'installation de ces bornes de recharge. On est qualifié IRVE, tu fais bien de le dire, Jean-Luc, parce que c'est une nécessité en fait pour l'installation de bornes de recharge maintenant. On réalise la maintenance également de ces bornes, donc en préventif et en curatif. Et on a développé également notre propre système de supervision pour pouvoir opérer ces bornes, gérer les accès, mettre en place la facturation des services éventuellement, faire de la télémaintenance. Tout ça en fait est opéré par notre propre outil qu'on a développé, dédié en fait aux professionnels. Et on propose également du financement. C'est-à-dire, comme le disait Daniel, il y a deux possibilités. Soit il y a de l'investissement, donc du full capex, ou alors du leasing opérationnel en fait, de la location. Et dans cette location en fait, on va intégrer l'amortissement des travaux, la supervision, la maintenance, l'extension de garantie du produit, ainsi que la partie assurance. Tu as évoqué la partie assurance. En effet, c'est aussi une problématique que peuvent avoir certaines entreprises dans l'installation en fait, de ces bornes de recharge. Et donc du coup, j'ai voulu rappeler quelques points réglementaires, mais je vais passer rapidement parce que ça a été vu largement précédemment. Mais en effet, pour rappel, le véhicule électrique, en fait, par rapport à l'avantage en nature, c'est une nécessité en fait, pour que les entreprises puissent, on va dire, avoir un TCO intéressant et puis aussi le pouvoir d'achat du collaborateur. Pour les véhicules également, il y a pour la flotte de véhicules, de plus de 100 véhicules dans une entreprise, il y a cette nécessité en fait, de passer sur du véhicule électrique pour éviter les pénalités qu'il va y avoir à partir de, même cette année, si je ne me trompe pas, à partir de 2 000 € par véhicule non remplacé en électrique. Et puis les pourcentages qui vont augmenter d'année en année. Et également en termes d'installation de bornes de recharge, en fait, il y a la réglementation, la loi d'orientation des mobilités, qui impose également à hauteur de 5% des places à équiper pour des parkings de plus de 20 places. C'est-à-dire que si vous avez un bâtiment non résidentiel de plus de 20 places de parking, vous devez équiper 5% de bornes de recharge. Donc dans l'idée après, c'est de savoir ces bornes, à quel usage en fait elles vont aboutir. Peut-être que certaines entreprises auront besoin de plus que 5%, mais peut-être que la base réglementaire suffira en fait. Je voulais réévoquer également la notion en fait, de recharge. Comme tu l'as dit si bien Daniel, en fait, il y a la possibilité de se recharger en fait, à domicile, en entreprise et en itinérance. L'idée, c'est de minimiser justement l'itinérance parce que c'est là où le coût en fait, finalement est le plus élevé. En fait. Et donc du coup, nous, on vous propose aussi la solution de recharge à domicile pour que le collaborateur puisse se recharger à son domicile et puisse bénéficier en fait, du tarif du kilowattheure le plus avantageux. Tout en étant remboursé en fait, de sa consommation d'électricité. C'est-à-dire que nous, on va gérer les flux financiers entre l'employeur et l'employé pour que derrière, ce ne soit plus un frein au choix d'un véhicule électrique en fait, dans la flotte d'entreprise, en véhicule de fonction. La recharge, en effet, il y a aussi différentes typologies en fait, de technologies. En fait, Vous avez les recharges en courant alternatif, en courant continu. Les bornes lentes ou accélérées, comme on a évoqué, ce sont des bornes en courant alternatif. On vient en fait alimenter le chargeur embarqué du véhicule. C'est lui qui se recharge via son chargeur embarqué en fait. Et la borne en fait en recharge continue va elle directement délivrer en fait la puissance au niveau des batteries pour se recharger.
Et donc du coup, en fonction de votre usage, vous allez avoir besoin en fait de telle ou telle puissance. Généralement, en fait, en entreprise, on est plutôt sur du courant alternatif, mais on recharge aussi en fait des PL électriques. Donc du coup, en fait, les poids lourds électriques ont aussi nécessité de pouvoir se recharger rapidement, d'où cette technologie également. Petit focus également sur la notion en fait de recharge. En fonction du modèle que vous choisissez en fait, en courant alternatif, eh ben, ça va être le véhicule qui va être un peu limitant. Si on part sur une borne par exemple en 22 kW, tous les véhicules ne pourront pas se recharger en 22 kW. Et l'associer en fait en fonction du choix du véhicule et en fonction de l'usage également peut vous permettre en fait de soit optimiser votre investissement, de partir plutôt sur du 7 kW si vous avez sur des véhicules qui sont là plutôt la journée en sédentaire et que vous avez une flotte de véhicules qui est en monophasé, donc qui prennent que 7,4 kW de puissance. Ou alors si vous avez des véhicules qui peuvent prendre beaucoup plus, dans ces cas-là, en effet, partir sur des bornes un peu plus puissantes va vous permettre de pouvoir optimiser vos recharges également. Donc c'est vraiment en fait le véhicule qui va lui un peu déterminer la notion. Par exemple, vous voyez, on prend l'exemple de la Kia Niro. On la recharge en 11 kW, elle a un chargeur monophasé, elle va se recharger qu'en 3,7 kW, elle va se recharger aussi vite que si elle était sur une prise renforcée. Donc c'est tout l'intérêt en fait de choisir la bonne puissance et puis le bon investissement. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on a besoin d'une borne super puissante par rapport à ce que l'on a vis-à-vis de notre usage et par rapport à ce que l'on a au niveau de notre véhicule. Chaque véhicule en fait a une courbe de charge qui lui est dédiée et ça ne sert à rien d'avoir une borne qui va fournir 250 kW si finalement votre véhicule va faire un pic de puissance sur un temps assez court, alors que si on a un plateau qui se fait en 130 kW en fait, vous auriez pu en fait bénéficier d'un investissement plus adéquat avec une optimisation financière en fait de votre installation électrique. Les questions en fait à se poser en fait par rapport à l'installation de bornes de recharge en fait en plusieurs étapes. En gros, c'est de savoir est-ce que j'ai un besoin par rapport à mon usage ou est-ce que je dois simplement me conformer à la réglementation. Est-ce que je dois simplement rester sur le minimum ou est-ce que j'en ai réellement besoin. Quel type de voiture on veut utiliser. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction du chargeur embarqué, forcément, on ne pourra pas recharger aussi vite qu'on pourrait l'escompter. Combien de temps on dispose l'utilisateur pour recharger? Est-ce qu'il a toute la journée? Est-ce qu'il est là en fait, pour une réunion d'une heure et puis il doit repartir derrière? Le nombre de places de stationnement qui est également disponible pour pouvoir s'implanter au niveau des bornes de recharge. Est-ce que je souhaite monétiser ou pas en fait la recharge? Est-ce que c'est pour mes véhicules de fonction? Est-ce que c'est pour mes collaborateurs à titre personnel? Est-ce que c'est pour mes visiteurs? En fonction en fait de vos utilisateurs, en fait, vous aurez un service aussi différent. Donc du coup, l'idée c'est de savoir aussi quel service vous voulez mettre en place via la supervision sur vos bornes de recharge. Et puis comment financer? Est-ce que vous voulez partir sur de l'investissement avec le risque éventuel qu'il peut y avoir en fait une obsolescence du produit par rapport aux nouvelles normes V2J, V2H qui va arriver? Dans ces cas-là, il faudrait éventuellement soit changer ou éventuellement upgrader. Et ça, c'est le choix aussi du matériel. Il faut pouvoir avoir un matériel qui permet d'être upgradé si jamais il y a des modifications réglementaires ou des normes qui arrivent pour éviter en fait de simplement les remplacer. Ou est-ce que vous voulez partir sur de la location où justement ces bornes en fait pourraient être réutilisées en fait par celui qui vous les loue et orientées, on va dire, sur un marché dont il n'y a pas nécessité d'avoir cette nouvelle technologie qui devrait arriver après, quoi. Voilà, en conclusion, donc la réglementation pousse tous les acteurs en fait à s'équiper rapidement de bornes de recharge et en véhicule, puisqu'on a vu avec la réglementation, on est vraiment en ce sens. Selon les flottes de véhicules, les besoins d'infrastructures en puissance peuvent varier également. Avoir une borne puissance n'est pas utile si vous n'en avez pas besoin. Donc il faut vraiment en fait assurer le besoin, l'usage pour assurer en fait la bonne infrastructure que vous voulez mettre en place. Chaque projet est unique, en effet. C'est pour ça que nous, par exemple, on vous fait un audit quand on va faire, en fait, quand vous avez un projet, on va vous accompagner justement pour savoir quel est le type de besoin d'usage vous allez avoir pour pouvoir vous apporter le meilleur des services. Et puis ne pas hésiter à se faire accompagner pour Swish pour définir au mieux sa stratégie, en effet. Très bien, merci pour cette présentation de Swish. Ce que je remarque, c'est en fait qu'on soit bureau d'études sans produit et sans prestation d'installation, d'exploitation, on a les mêmes discours, on a les mêmes éléments et les mêmes
point d'attention particulière au déploiement d'infrastructures de recharge derrière l'étude de la flotte. Exactement. Très bien. Donc ça tombe bien parce qu'à un moment donné, tu as parlé de mise à niveau d'infrastructures de recharge, de rétrofit de bornes. Donc on va passer au rétrofit avec Déjà Blue et donc avec Kevin. Ah, Baptiste, parce que j'avais 3 noms, donc c'est Baptiste. Et on ne s'est pas vu avant puisqu'il est passé très rapidement sur la chaise. Donc Baptiste, tu vas nous présenter un peu l'activité en flash. C'est ça, exactement. Alors attendez, voilà. Donc je me présente, Baptiste Billot de l'entreprise Déjà Blue. Donc Déjà Blue, qu'est-ce que c'est? On est éditeur de logiciels de supervision et d'optimisation de bornes de recharge de véhicules électriques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, on va venir sur des clients plutôt matures dans leur déploiement de bornes de recharge pour en fait leur redonner la visibilité sur leurs bornes de recharge, faciliter la gestion et ensuite optimiser la recharge derrière de leur véhicule. Donc voilà quelques informations sur l'entreprise. Donc on a surtout une plateforme de supervision de sites professionnels où en fait on va venir et se connecter à différents types de bornes. On est vraiment agnostique, donc tout type de marque, Schneider, Alphen, Hager ou autre, fonctionne avec notre solution. On va venir intégrer notre solution pour avoir ensuite toute la gestion derrière du parc de bornes de recharge. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de bornes de recharge qui ne sont pas connectées, qui ont été installées il y a 3-5 ans, un peu de manière très rapidement, en fait, juste en haute vitesse. Et aujourd'hui, on veut redonner de l'intelligence aux bornes de recharge en leur permettant en fait de pouvoir gérer toute la vision des tarifs, de la facturation, des consommations et des accès à ces bornes de recharge. Donc c'est vraiment notre vision. Donc comme parlait Jean-Luc, on parle de rétrofit parce qu'en fait il y a beaucoup de parcs en France qui n'ont pas cette intelligence-là et pour des nécessités de monétisation ou autres, ils ont besoin de notre solution. Donc c'est là où on rentre en jeu. L'expérience utilisateur pour nous elle est vraiment clé dans tout ce parcours, que ce soit au niveau de la plateforme ou notre application. On va permettre en fait d'avoir une recharge qui est simple pour l'utilisateur qui ne connaît pas l'application. Et pour les gestionnaires de flotte, le gestionnaire de site, il va avoir une vision complète en fait de tout son parc de bornes de recharge pour facilement prendre des décisions, que ce soit au niveau des tarifs, des accès ou autres fonctionnalités. Maintenant, ce qui commence à être vraiment intéressant, surtout dans les prochaines années à venir, c'est mélanger énergie et mobilité. Comment est-ce qu'on rentre en jeu? En fait, c'est qu'on commence à faire des nouvelles fonctionnalités en décalant en fait la recharge des véhicules électriques avec la production d'énergie solaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on imagine un site, un parking d'entreprise par exemple, qui a installé des panneaux photovoltaïques sur son bâtiment. Et ben nous en fait, on va pouvoir permettre avec notre logiciel d'en fait décaler la recharge des véhicules pour les synchroniser avec la production d'énergie solaire. Donc par exemple, un collaborateur va venir le matin, se brancher à 9 h du matin, indiquer qu'il doit avoir son véhicule plein vers 18 h. Entre ce créneau-là, notre algorithme va permettre du coup de décaler la recharge pour qu'en fait la recharge des véhicules se fasse avec le surplus d'énergie solaire produit sur site. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet une recharge qui est plus à la fois écologique et économique parce que la recharge coûte moins cher dans l'après-midi, entre 13 h et 14 h, quand il y a un surplus de production d'énergie renouvelable sur le réseau électrique. Et donc on va récolter à la fois les informations de production d'énergie solaire sur site, la consommation du bâtiment, pour faire l'équilibrage entre les deux. Comme on a dit, du coup, on va privilégier l'expérience utilisateur. On ne veut surtout pas que les véhicules en fait, deviennent simplement des batteries sur site. Nous, on veut vraiment prioriser le transport. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on veut faciliter l'expérience utilisateur, qu'il ait le choix, que ça soit une recharge rapide prioritaire. Donc là, la recharge va démarrer immédiatement, ou bien la recharge décalée, c'est-à-dire qu'il a le temps pour la recharge et il n'est pas prioritaire. On va aussi du coup avoir toutes ces informations de gestion énergétique qui vont remonter sur notre plateforme pour du coup ensuite pouvoir faire des rapports sur les consommations d'énergie du bâtiment et des bornes de recharge et sur l'utilisation des infrastructures qui sont déployées. Donc c'est vraiment redonner de l'intelligence et de la vision aux gestionnaires de sites, aux gestionnaires de flotte, à la RH, aux directions d'achat et autres acteurs.
Donc là, je vais vous présenter un cas d'étude, donc la Move Factory de Mobivia à Villeneuve-d'Ascq, qu'on a accompagné du coup avec Bouygues Énergie et Services qui s'est occupé de la construction. Donc qu'est-ce que c'est? C'est 80 points de charge qui ont été déployés avec Deja Blue comme CPO, qui a permis en fait de déployer ces 80 points de charge avec un câblage qui est avantageux parce qu'on peut du coup ensuite rajouter des bornes au fur et à mesure qu'on le souhaite. Et du coup piloter ces bandes de recharge pour optimiser les recharges et faciliter la gestion des sites. Et donc voilà, on a quelques autres exemples de sites de recharge dans le Nord sur lesquels on a fait le déploiement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Voilà, sachant que vous avez un stand et qu'on peut vous retrouver sur le stand juste devant. Oui. Merci beaucoup. Très bien, merci en tout cas. Merci. Donc là, on a fait la vision produit, solution, logiciel, rétrofit. Et là, on va passer plutôt à un aspect un peu transversal de la mobilité avec Judy Kael qui va se présenter parce qu'il va le faire beaucoup mieux que moi dans le cadre de son activité et du CREM. Bonjour à tous. Donc j'ai promis de faire rapide pour tenir les délais. Donc je fais partie de l'association Droit au vélo, l'ADAV, qui est une association qui fait la promotion du vélo et des mobilités actives en général. Donc voilà, je fais un peu un pas de côté par rapport peut-être aux interventions précédentes. Parce qu'en fait, Daniel évoquait dans un de ses graphiques que 50% des habitants font moins de 20 km par jour. Et en fait, 20 km par jour, ça peut se faire à vélo, notamment avec un vélo assistance électrique, même si on a du relief près de chez soi. Donc voilà, il peut y avoir un intérêt aussi à développer la mobilité active sur vos territoires au sein de vos entreprises. Donc moi, au sein de l'association, je m'occupe d'un centre ressources sur l'écomobilité, donc pour informer les collectivités sur les bonnes pratiques, les financements qu'elles peuvent mobiliser pour encourager les alternatives à la voiture individuelle. Et on a tout un volet sur l'écomobilité scolaire, donc faire en sorte que les enfants puissent aller de l'école au lycée autrement que déposés en voiture par les parents. Alors, pour encourager la pratique du vélo, parce que là, on est évidemment sur des émissions carbone moins importantes. Voilà, tout le monde est conscient de ça, mais il y a beaucoup de freins psychologiques ou en termes d'infrastructures pour vraiment développer fort le vélo, comme ça peut être le cas dans des pays voisins. Donc pour développer la pratique du vélo, que ce soit vers les habitants ou vers les collègues, il faut avoir en tête qu'il y a toujours 3 piliers à développer en parallèle. C'est faire en sorte qu'on ait des itinéraires qui soient vraiment au maximum sécurisés, qui soient continus. Une seule coupure sur votre trajet, ça peut être rédhibitoire pour que les gens utilisent le vélo. Et souvent, c'est le passage d'un pont, passer au-dessus d'une voie SNCF, d'une autoroute, des choses comme ça. Donc bien traiter tous ces points durs, les rendre lisibles, les parcours, c'est-à-dire avoir une signalétique vraiment adaptée aux cyclistes. C'est pas toujours le cas dans les centres-villes. Au-delà alors quand je parle d'aménagement, c'est pas forcément des pistes cyclables partout, hein. Je suis conscient qu'on peut pas en mettre à tous les endroits de la ville, mais c'est aussi essayer sur les itinéraires d'avoir des endroits où la circulation automobile est apaisée pour faire en sorte que ce soit sécurisé pour les cyclistes et pour les piétons. Ou pour les trottinettistes aussi. Ce qui est important, c'est d'avoir en parallèle aussi une gamme de services pour les cyclistes. Donc en service, je pense notamment au stationnement. Voilà, pour vous donner un exemple, je suis venu en train vélo ce matin de Lille, et en arrivant ici, j'ai tourné un petit moment avant de trouver un endroit où mettre mon vélo. Or, des places pour les voitures, il y en avait partout. Donc voilà, c'est important de pouvoir développer ça si vous voulez que les gens puissent se déplacer à vélo. Et si c'est pour des arrêts prolongés, que ce soit des stationnements sécurisés. Et les placer au maximum aux endroits comme les gares, les zones d'activité, les principaux points d'intérêt de la ville. Les services, ça peut être aussi proposer de la location en courte et en longue durée aussi, pour permettre aux gens de tester justement un vélo à assistance électrique pendant quelques temps avant d'en faire l'acquisition. Même chose pour les vélos cargo, comme c'est des vélos un peu coûteux, c'est bien de pouvoir les tester en parallèle. C'est développer des lieux où on va pouvoir réparer ou apprendre à réparer son vélo. Il y en a de plus en plus dans la région.
Et en parallèle de ces services, ça va être important d'avoir des actions de sensibilisation et de promotion autour du vélo. Donc voilà, il y a des temps dans l'année qui sont des marqueurs forts pour ça. On a le challenge mai à vélo pendant tout le mois de mai qui vous permet en équipe de cumuler un maximum de kilomètres. Donc ça peut se faire au sein d'une entreprise, d'une commune, d'une association de quartier. C'est une façon très ludique d'encourager les gens à faire du vélo. On a un challenge mobilité aussi qui est organisé en septembre avec il y a la Chambre de commerce, le réseau Alliance qui travaille dessus pour travailler sur la mobilité vers les employeurs. Et puis tout au long de l'année, avoir des actions de promotion du vélo comme faire découvrir des itinéraires, organiser des balades parce que tout le monde ne sait pas comment aller d'un point A à un point B par les meilleurs itinéraires à vélo. Donc, sur la diapo suivante, je ne vais pas lister tout ce qui est sur la diapo, hein, vous pouvez lire directement, mais toute une série d'actions qui peuvent permettre de pratiquer le vélo et la marche, de les développer sur vos territoires ou dans vos entreprises. Voilà, ça reprend beaucoup de choses que j'ai évoquées dans la diapo précédente. Alors j'ai beaucoup parlé de vélo, mais au-delà du vélo, au sein du Centre Ressources Écomobilité, on fait la promotion aussi du covoiturage, qui est aussi une solution pour réduire l'emprise de la voiture en ville et du coup c'est aussi une bonne solution pour le porte-monnaie, hein, pour les habitants, les collègues. Donc en faisant la promotion de systèmes d'autostop organisés comme il peut y en avoir en Picardie avec Mobicop, Microstop sur la métropole lilloise, qui donne des points de rendez-vous aux habitants du territoire pour rejoindre leur lieu de travail le matin. Et j'en profite pour parler de Passe-Passe Covoiturage, une plateforme régionale qui permet de créer des communautés de covoitureurs autour d'une commune ou d'une entreprise notamment, qui vous permet de vous mettre en relation pour vous organiser. Et le covoiturage, comme le vélo, ça peut être encouragé par la mise en place du forfait mobilité durable, qui est facultative dans les entreprises, mais exonéré de charges fiscales jusqu'à un plafond de 800 €. Et dernière slide. Alors même si on n'est pas sur le sujet scolaire, sur le salon, c'est important de prendre cette dimension-là en compte parce que le premier trajet de beaucoup de monde le matin, c'est d'emmener les enfants à l'école. Et c'est souvent ce qui va conditionner le mode de déplacement qui va être utilisé pour aller ensuite de l'école jusqu'à son travail. Donc on travaille beaucoup là-dessus via la mise en place de challenges pour les écoles, les collèges, les lycées, pour accompagner les établissements scolaires qu'ils souhaitent aussi dans la mise en place d'un plan de déplacement ou plan de mobilité. Et puis très ponctuellement, on est sollicité aussi pour aider à mettre en place des pédibus ou des vélobus qui permettent à des parents de s'organiser pour emmener les enfants à pied ou à vélo et du coup diminuer la place de la voiture aux abords des écoles. D'une part pour une question de sécurité routière et puis aussi parce que c'est une façon de lutter contre la sédentarité des enfants qui bougent vraiment de moins en moins et qui ont des capacités cardiovasculaires qui sont en baisse vertigineuse depuis quelques années. Je crois que je suis arrivé au bout, j'ai peut-être dépassé les 3 minutes. Voilà, vous avez un petit rappel de notre site internet et de la cartographie où on recense les initiatives sur l'écomobilité dans la région. Ok, Julie Gaël, merci en tout cas pour cette présentation. Donc comme vous avez pu le constater, on a parlé mobilité douce, mobilité partagée, mobilité collective et véhicules, infrastructures. Et on va en conclusion vous présenter un peu ce que nous on a fait en disant ce que l'on fait auprès de conseils auprès de nos clients. On l'a réalisé chez nous. Et donc Arnaud Froger, donc le directeur de la région, va nous donner une expérience de notre situation et de l'expérience de l'accompagnement sur la flotte et des infrastructures au sein d'Odyssée. Oui, merci, bonjour à tous. Donc nous, on est acteurs des transitions, on est bureau d'études et conseils, on est à peu près 65 collaborateurs là sur Rovarandin. On a bénéficié de l'extension du siège social pour faire ce qu'on appelle un éco-démonstrateur. Donc on teste en biodiversité, en urbanisme, en gestion de l'eau et bien évidemment en mobilité. Donc on n'a pas été chercher loin parce que Daniel et Jean-Luc nous ont bien évidemment accompagnés par rapport à ça.
La première logique, c'est bien évidemment anticiper sur le renouvellement de la flotte. Donc pas le tout électrique, parce que dans nos métiers, c'est pas forcément possible, en tout cas pas forcément maintenant, mais en écologie, en paysage, en consultant mobilité, en consultant développement durable, bref, dans nos métiers du quotidien, forcément le véhicule électrique a sa place. Derrière ça, il fallait accompagner les collaborateurs. Quand vous dites demain à une petite vingtaine d'écologues, donc des spécialistes des oiseaux, des chauves-souris, etc., qui travaillent soit la nuit, soit le matin, soit le soir, à géométrie variable, que vous passez à l'électrique, il faut les accompagner. Donc on a eu là en plus la chance d'avoir des bons ambassadeurs grâce aux formations. Donc ça commence maintenant à bien se mettre en ordre de marche. Et derrière ça, 2 points importants. La partie recharge. Donc grâce à Daniel et à Jean-Luc et à certaines personnes qui sont peut-être dans la salle ou dans les allées, on a bénéficié d'énormes ressources, si je puis dire, sur le côté démonstrateur. Donc chez nous, on a 14 bornes qui ont été installées. Donc ça peut paraître important, mais l'objectif c'était de tester. Donc non seulement on fait le test grandeur nature des véhicules, mais surtout on teste également les solutions de recharge et le monitoring à venir. 14, ça peut paraître beaucoup, mais bon, vous avez ici différents éléments avec charge lente, charge rapide, charge intermédiaire. Bref, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit. Ça fonctionne de mieux en mieux, mais on a vraiment pu surfer sur l'extension du bâtiment pour, j'allais dire, mettre une dimension différente par rapport au projet. Je reviens juste sur la thématique des utilisateurs. Au début, effectivement, et même encore maintenant, on en parlait encore avec Daniel, on se rend compte que malgré 14 bornes, alors je ne parle pas des pannes des bornes, parce que ça arrive, on y travaille et on les solutionne et ça va très très vite, mais il y a vraiment l'acculturation des collaborateurs sur lequel il faut bien surfer. Si on branche mal le véhicule, si on n'a pas vérifié que ça clignote vert pour la recharge, si on n'a pas badgé, voilà, c'est tout plein de petites évidences, mais dans le quotidien des collaborateurs, des fois on en oublie certains. Et j'allais dire, on va taper sur l'électrique, alors que ce n'est pas l'électrique qui est le problème, c'est plus l'usage. Donc ça, c'est très important dans la partie formation. En tout cas, cet élément se développe là sur le siège social, mais également sur les autres agences sur lesquelles on est soit également propriétaire, soit associé par le biais des SCI. Je pense à Saumur, en Val-de-Loire, je pense à Grand Est, à Châlons-en-Champagne. Là, on est en mesure de pouvoir développer les solutions. Et derrière ça, il y a également les sites sur lesquels on est locataire, comme tu fais, Daniel, sur la partie sud notamment, et peut-être prochainement sur la partie BFC à Mâcon. Comment accompagner le propriétaire, justement, pour challenger un peu les approches et de permettre finalement de bénéficier de la solution électrique, parce qu'avec les bons véhicules et les bonnes formations, ça marche très bien, ça marche de mieux en mieux. Il faut juste l'adapter par rapport aux besoins que l'on en a. Voilà un petit peu, donc beaucoup d'éléments en test, mais ça fonctionne et on avance. Et c'est très cohérent avec l'ADN d'Odyssée. Nous, on est acteurs des transitions, donc il faut s'appliquer à soi-même avant de bien évidemment mettre en place les plans de mobilité que l'on a pu évoquer juste avant. Ça fait partie du jeu. En tout cas, merci en tout cas pour tous les accompagnants et tous les acteurs de ce projet, parce que c'est un projet qui a été porté et animé avec brio, mais grâce aux contributeurs de ce projet-là. En tout cas, on est à Rovarandin. Le café est souvent chaud, donc si vous passez, avec plaisir. En tout cas, merci Arnaud. Je pense que je vais conclure, Daniel, parce qu'on doit libérer. Donc, le démonstrateur est visible, hein, vous pouvez le visiter. Il faut prendre rendez-vous avec Daniel ou avec Arnaud. On s'en sert également pour former les personnes après une qualification, c'est-à-dire comment déployer les bornes, quelles sont les attentions, les lois, les normes. Bon, ça, ils savent, mais les arguments, les éléments de langage dans les différents métiers, camping, hôtellerie, restauration, etc. Donc en itinérance, en point de recharge à destination et à domicile, bien sûr, et en entreprise. Voilà, donc vous avez quelques vues, quelques marques. Donc on a plusieurs marques de bornes, certains produits dotés par les fabricants, qui nous emmènent également des clients pour former leurs clients à la stratégie. Et vous pouvez retrouver le site, je crois que c'est la dernière. Donc c'est la dernière slide. En tout cas, merci à notre équipe d'intervenants, à nos experts, et puis merci pour votre présence. Quelques personnes sont parties pendant la table ronde, mais je pense que vous avez été intéressés par ces petits rappels. En tout cas, on peut applaudir les intervenants, et merci d'avance pour votre contribution.